3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Pelleras est avec nous ce soir en plateau, DG de 4Points IM. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Aymeric Didel de nous accompagner également. Bonsoir Aymeric. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur de la gestion de Pergame et avec nous en plateau également Vincent Lecartier. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Vincent, qu'est-ce qui a changé ou pas au cours de ce mois de mars? Et quand je dis ou pas, c'est vrai que quand on regarde le niveau de prix des grands indices actions en Europe ou aux États-Unis, le S&P est à 4000 points autour, le CAC 40 est autour des 7200 points ce soir, le Stock 600 est à 450 points. Quand on regarde juste ces niveaux comme ça en instantané, on a du mal à imaginer qu'on était encore dans une crise bancaire naissante ou embryonnaire il y a seulement quelques jours. Pour revenir un tout petit peu en arrière, on va dire hypothèse de hard landing en décembre, hypothèse de soft landing en janvier, hypothèse de no landing en février, et je pense qu'on revient en arrière, hypothèse de soft landing de nouveau maintenant. Pour essayer de schématiser, pour moi, la première caractéristique que je vois, c'est que les actions et les obligations sont de nouveau complémentaires. Ça, pour moi, c'est la chose importante et ça a été bienvenu dans les allocations diversifiées. Par contre, il y a une hyper volatilité sur les obligations persistantes. Donc, ça montre bien pour moi que le scénario de hausse de taux ou pas des banques centrales à venir et de mouvements sur leur bilan, parce que c'est aussi cet axe-là qui est important, est toujours pas arrêté. Le marché obligataire ne sait toujours pas comment se positionner. Je pense qu'énormément de hedge funds et un certain nombre de sociétés de gestion ont été complètement prises à revers par les hypothèses alternatives que j'ai pu énoncer tout à l'heure. Donc je pense que les gestions obligataires sont perdues. Les gestions, je dirais, fondamentales obligataires sont positionnées parce que vous êtes sur des rendements relativement élevés, donc vous êtes confortable à être investi là-dessus, mais avec une inquiétude sur le court terme. Je pense que sur les actions, le grand changement, c'est qu'on bascule d'une hypothèse de reprise économique garantie, entre guillemets, à on est moins sûr. Et du coup, vous basculez des cycliques vers les valeurs de croissance. Ouais. Donc vous basculez vers des allocations plus défensives et qui bénéficieraient a priori d'une fin de hausse de taux, voire même d'une détente éventuellement obligataire. Énormément de rotation sur les secteurs, du coup. Donc on a l'impression que le marché ne fait pas grand-chose en termes de niveau, mais quand on regarde l'intérieur, là par contre, c'est le chaos. Ça bouge énormément. Ouais. Donc je pense que c'est très compliqué pour beaucoup de gestions, pour beaucoup de hedge funds qui font du long short. Je pense qu'il y a des ports de saloon très importantes cette année. Ouais. Mais c'est intéressant, hein. Effectivement, on est passé par différents états, hard landing, soft landing, peut-être même à un moment no landing, plaidaient certains. Là, vous dites finalement, c'est un retour à un schéma qui était peut-être le schéma le plus raisonnable, se dire qu'il y aurait quand même un atterrissage économique à un moment, sous le coup de l'inflation et sous le coup de la lutte contre l'inflation. On avait l'espoir d'avoir une petite accélération économique avec la Chine qui se réouvre d'un point de vue sanitaire et avec une météo qui a été clémente et qui a favorisé je dirais une bonne santé économique européenne en fin de compte. Et cet espoir, je pense qu'il est un peu grillé par le fait qu'on risque d'avoir un peu de compression sur les crédits qui vont être accordés à l'économie. Est-ce que ça change radicalement l'hypothèse de croissance finale ? Moi, personnellement, je pense que de toute façon, on ne devait pas espérer grand-chose. J'imaginais pas que la Chine soit un soutien monstrueux et je voyais pas non plus la question de la générosité sur les prix de l'énergie être durable. Je pense qu'il faudra s'en méfier pour la fin de l'année de toute façon. Je pense que la question du crédit, en réalité, ça avait déjà commencé en milieu d'année dernière. On le voyait déjà sur l'immobilier. Donc, je pense que entre guillemets, le crédit crunch, il avait déjà été entamé. Pour certaines parties de l'économie, il était déjà présent. Donc, je pense qu'il va être... Les refinancements étaient déjà plus compliqués dans certains secteurs très leveragés. C'est ça. Donc je pense qu'en fait, certains devaient avoir des mauvaises hypothèses sur cet axe-là. Moi, je pense qu'il fallait rester prudent et que l'hypothèse de banque centrale acharnée contre l'inflation
Je pense que celle-là, c'était une mauvaise hypothèse aussi, et je pense qu'on est en train de la remettre en cause. Donc ça permet de revenir un petit peu à des choses plus équilibrées. Je disais l'histoire s'accélère, mais effectivement, où c'est plutôt un retour en arrière, un schéma macro peut-être un peu plus raisonnable. C'est une année de transition et on aura de nouveau une reprise économique poussive mais suffisante pour satisfaire les actions l'année prochaine. Et logiquement, l'inflation devrait décélérer au fur et à mesure pour revenir au-dessus des normes qu'on avait avant Covid, mais sur des niveaux suffisants pour que les banques centrales puissent ne plus être aussi agressives. Nathalie, qu'est-ce qui a changé au cours de ce mois de mars? Et effectivement, est-ce qu'on arrive à quand même garder un cap, une orientation un peu moyen-long terme sur la course économique et des marchés? Alors, si je prends ce qu'on voyait nous depuis quelques mois, comme en fait il y avait quand même pas mal d'éléments positifs et négatifs, et c'est vrai que les problèmes de timing et les rotations sont quand même très très rapides parce que tout est guidé par les banques centrales. On privilégiait depuis plus de 6 mois une large diversification, que ce soit en termes géographiques, de thématiques, et avec une prépondérance de plus en plus accrue de la part un peu obligataire, qui, c'est vrai, avait recouvré des couleurs et de l'intérêt pour le côté rendement. Donc cette diversification, elle permet d'absorber les chocs comme on a pu le connaître ces dernières semaines. En revanche, moi, je retiendrai plutôt un élément toujours un peu positif de ce qui s'est passé. Je vais défendre celles qui sont les plus critiquées. Une nouvelle fois, les banques centrales, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même assisté, qu'on soit d'accord ou pas avec leur politique, à une pression énorme qui a été mise sur les banques centrales, je parle BCE et Fed, par rapport au côté de dire, attention, c'était considéré, moi j'entendais, on lisait, mais de toutes parts, des gros stratèges, sur le fait de dire, il faut absolument, c'est limite pour faire un QE, il faut arrêter les hausses des taux. Alors, la première mission des banques centrales... On s'est fait peur. En fait, le marché a plus paniqué que les banques centrales. En fait, dans la réalité, c'était pas une panique, c'était toujours la même chose. Souhaiter qu'on retrouve une petite dose de morphine pour retrouver une justification d'avoir des valorisations... En fait, revenir dans les travers du passé. Alors que, et je considère que ce soit au niveau de la banque, de la BCE ou de la Fed... Le fait qu'elles aient maintenu, même si c'était un petit peu moins aux États-Unis, c'était quand même ce qui était prévu, donc ils n'ont pas changé leur feuille de route, vient dire qu'elles prenaient en compte quand même les conséquences et les dommages collatéraux de la situation, notamment aux États-Unis, qui, elles, étaient plus préoccupantes. Il a quand même clairement établi, Powell, que oui, ce qui se passait sur le système bancaire pouvait être équivalent d'une ou deux hausses des taux et que donc ça pourrait freiner un peu la croissance et la surchauffe de l'économie. Mais il n'y a toujours pas de hausse du chômage, il n'y a toujours pas, les facteurs, les éléments de soutien de cette inflation qui fait que cette hausse des taux, elle lutte, tout ça, ils n'ont pas disparu avec. Et de voir que les banques centrales, elles sont là pour être là et pas pour faire plaisir au marché ou bien assurer, c'est une première bonne nouvelle, je trouve. La deuxième, c'est que d'assurer quand même un contexte de liquidité qui était nécessaire au marché, et c'est pas d'apprendre que c'est pas incompatible. On a appris plein de choses en fait au mois de mars. On a appris ce que c'est des AT1, on en discutait. Non mais il y a plein de choses. Il faut savoir, on sort grandi. Non mais de tous les outils qui pouvaient être. Et on connaissait les AT1. Oui. Ce qu'on savait pas, c'est qu'une réunion au cours d'un week-end en Suisse pouvait griller 16 milliards de valeurs d'AT1 comme ça. Oui, mais je pense que tous les gérants se sont penchés beaucoup plus spécifiquement à la lecture de où est-ce que pouvaient être cachés des risques qu'on n'avait pas forcément anticipés, et donc c'est une nouvelle façon aussi d'intégrer ces risques-là dans nos prises de décision, dans autres. Donc, et dans les décisions, encore une fois, qui ont été prises par les banques centrales. On a aussi compris que, on savait déjà, mais que c'était possible d'avoir des hausses des taux et des injections et d'assurer une liquidité sur le court terme. Ce n'est pas incompatible. Donc, les marchés ont eu à digérer ça. Et de ce point de vue-là, l'exercice des banques centrales a plutôt été réussi. Alors, le problème, c'est que seul l'avenir, d'une certaine manière, nous dira si elles prennent ou si elles ont pris les bonnes décisions à chaque meeting. Sans doute que le match n'est pas encore terminé, mais 10-15 jours après les événements, vous dites c'est un équilibre finalement qui a plutôt rassuré les marchés, alors que la facilité ou la paresse chez certains était de dire il faut tout de suite rebaisser les taux, arrêter la réduction du bilan. Ça n'engage comment ? Moi, je pense que ça aurait eu un impact dramatique. Parce qu'en fait, moi, en tant qu'observateur des marchés, bien sûr. Le fait que les banques centrales
revienne, mais change totalement de direction, ça voulait dire préparez-vous au pire. Ouais. Parce que c'était même anticipé. C'était presque pire que la crise de 2008, puisque les crises de 2008, elles sont intervenues après pour éteindre un incendie. Là, c'était bien. On sait que ça va brûler. Et ça va brûler gravement, donc non, ça aurait été un peu. Ouais. Et puis surtout, c'était pas justifié. Après, ce qui reste quand même difficile sur ces marchés-là, c'est de faire la part entre où est-ce qu'est le meilleur couple rendement-risque. Et il y a une nouvelle chose qui va être réintégrée dans les approches de portefeuille, je pense, qui est faite par tous les gestionnaires un peu privés, c'est le fait qu'il y a le risque, le rendement-risque, mais il y a aussi quelle durée au moins dans un portefeuille. L'idée aussi de se dire, une diversification, c'est j'ai l'investissement court terme, j'ai le moyen terme et j'ai le long terme. Et ça, c'est plutôt aussi une bonne chose, c'est lié à ce contexte. Après, que les banques centrales maintiennent un équilibre entre la politique monétaire et la gestion des risques pour la stabilité financière, effectivement, c'est appréciable. Ça n'enlève rien au fait que ce mois de mars 2023 marque un an après la première hausse de taux de la Réserve fédérale américaine et celles qui ont suivi avec une intensité foudroyante tout au long de 2022. Ce mois de mars 2023 a marqué quand même l'apparition de premiers craquements financiers, ou en tout cas sur des points spécifiques du système bancaire américain qu'on n'avait pas vu jusque-là. Oui, parce qu'on avance dans ce cycle. C'est ça qui est encore une fois très intéressant. C'est que oui, il y a eu toutes ces hausses de taux qui ont été faites, particulièrement aux États-Unis, extrêmement rapidement, extrêmement violemment, dans un marché qui, l'a absorbé d'une manière économique et d'une manière, on va dire, financière. Donc ça, c'est plutôt la très bonne nouvelle. L'emploi qui est resté fort. Les Américains qui ont continué à puiser dans leur épargne pour consommer. Donc ça a maintenu un niveau de croissance élevé, alors qu'en plus on avait une partie du monde qui était toujours fermée, notamment l'Asie et la Chine, mais clairement on a pu avoir ce mouvement-là sans trop de heurts dans les marchés, avec une baisse des valorisations qui était peut-être excessive, notamment sur les valeurs de croissance aux États-Unis, mais aujourd'hui on en paye les premières petites conséquences dans ce chemin, dans ce cycle, qui sont les problématiques bancaires. Les problématiques bancaires qui viennent parce que, il y a eu des bêtises qui ont été faites. Ça, c'est clair. L'histoire de SVB, c'est quand même des bêtises. C'est des histoires aussi... on a voulu mettre aussi dans des banques, pas forcément les bonnes personnes aux bons endroits, des erreurs stratégiques, des erreurs manifestes, qui expliquent un petit peu les premiers problèmes. Mais ça vient toujours de quelque part. Donc, si c'était pas ça, il y en aurait eu autre chose. Donc on a souvent quand même, dans les problématiques, ça vient souvent des banques parce que c'est les plus exposés aussi à ces risques-là. C'est le canal de transmission de la politique monétaire. On le sait, il faut que le système bancaire soit serein, fonctionne. Si on veut que les décisions qui sont prises tout en haut par les banques centrales puissent arriver jusque dans l'économie réelle, il faut que les banques fonctionnent correctement. Donc c'est pour ça qu'il y a tant d'interventionnisme rapide, efficace pour sauver ce système-là. De même pour Crédit Suisse. Crédit Suisse, on a une problématique de confiance dans cette banque-là qui est arrivée très vite, accélérée par les phénomènes de réseaux sociaux et malheureusement une décision qui a dû être prise en urgence de la part de la Banque nationale suisse, un peu à la va-vite quand même, on estime, parce que faire ce qu'ils ont fait en spoilant le porteur d'AT1, il est clair qu'on s'y attendait pas, ça c'est clair. On a appris ce que c'était qu'une clause de viabilité, on apprend beaucoup de choses. Le bilan des banques, c'est ce qu'il y a de quasiment plus dur à déchiffrer. C'est vrai qu'on préfère avoir d'autres lectures le soir plutôt que d'aller lire comment déchiffrer le bilan d'une banque, parce que c'est extrêmement complexe et on salue le travail des analystes bancaires parce qu'ils arrivent à nous expliquer comment on doit finalement comparer les banques par rapport à l'autre. Mais là où on est super content, c'est que dans ce mois de mars, on a vu qu'on pouvait avoir la résolution d'une vraie énorme crise potentielle hyper rapidement et que finalement je pense qu'UBS fait le deal du siècle au final. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'ils arriveront à combiner cet ensemble. Et à restructurer la banque d'investissement de Crédit Suisse. Ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Ça coûtera beaucoup plus cher que ce qu'ils pensent. Ils ont rappelé l'ancien boss pour ça, parce que visiblement, il fallait quand même remettre des gens aux manettes qui soient... C'est la bonne personne et on voit que... Oui, non, mais sans doute. C'est étonnant, c'est les cours... Mais ça montre aussi la taille du challenge, quoi. Mais bien sûr. Mais je pense qu'ils ont fait le deal du siècle. Donc aujourd'hui, le secteur bancaire, ça permet d'être un peu plus serein qu'il y a 15 jours sur ce secteur-là. On peut parler d'une crise de certains acteurs du système bancaire, mais ce n'est pas une crise du système ou du secteur bancaire en général. Et les choses se font dans l'ordre. C'est-à-dire que les acteurs qui sont tombés étaient des acteurs fragiles ou des acteurs mal gérés. Dont on connaissait l'existence, type Crédit Suisse, dont on a découvert l'existence, type SVB, mais ce sont à chaque fois des maillons faibles. Le marché ne s'est pas trompé
en tout cas sur les maillons qui ont été attaqués. Il ne s'est pas trompé parce qu'il y avait des éléments spécifiques pour ces banques-là et ces acteurs-là. Ouais. Et par contre, il a fait payer une prime de risque supplémentaire, donc fait baisser le cours du secteur dans sa globalité, parce que justement, on peut se dire qu'il peut y avoir, on va toujours chercher le suivant. Donc à ce jeu-là, c'est normal que les cours de tout le secteur aient baissé et retracé sur le mois de mars. Par contre, il n'y a pas eu de stress plus que ça sur l'intégralité, sur un autre acteur spécifique. Donc ça, c'est plutôt des très bonnes nouvelles. Les garde-fous que les autorités en charge ont pu mettre très rapidement permettent d'imaginer que les phénomènes spéculatifs qu'on a vus en 2008, qu'on a vus pendant la crise souveraine, avec des instruments dérivés de marché qui permettent à des stratégies ou des gestions alternatives, d'appuyer là où ça fait mal. Ces phénomènes-là, on les a retrouvés évidemment ces derniers jours, mais ces phénomènes spéculatifs, ils vont se heurter à une réalité qui est la solidité quand même du système bancaire et à la confiance. D'accord. C'est la confiance qui maintient tout, qui maintient le système en place, et la confiance dans le fait qu'aujourd'hui on a un acteur qui soit aux États-Unis ou en Europe par exemple, qui sont les banquiers centraux et qui veillent au grain plus qu'on ne peut l'imaginer. Parce que comme je le disais, c'est le maillon obligatoire qui doit fonctionner si on veut que l'intégralité du système économique fonctionne. Donc ils feront tout pour le maintenir, ça j'ai aucun doute là-dessus. Vincent, comment on réfléchit la situation effectivement des tensions bancaires qu'on a vu apparaître, à l'idée de la contagion, alors qui semble évidemment contenue et stoppée même peut-être pour l'instant, mais voilà, je disais, c'est pour ça l'idée d'un apaisement, je mettais encore un point d'interrogation parce qu'on sait très bien et malheureusement des crises financières, toute notre génération en a connu une au moins évidente, et on sait très bien qu'on peut passer par des phases d'accalmie, des phases de répit. Sans pour autant avoir soigné forcément l'origine du mal. Je reviens toujours à ma hausse de taux et la crise des dépôts, qui est une crise du passif là aujourd'hui pour les banques. Alors, en bourse, il faut généralement à peu près 8 mois pour que les choses se calment. donc on verra ça. Même en 2023 où les choses vont plus vite. On peut prendre l'hypothèse que ça ira plus vite, mais voilà. Moi, mon pressentiment, c'est qu'il n'y a pas d'urgence et il y a certainement mieux à faire. Si vous voulez prendre des sensibilités équivalentes, vous pouvez trouver sans difficulté. Moi, je pense par exemple aux matières premières. Vous avez du rendement, vous avez des valorisations qui sont basses, une sensibilité au cycle. Pour moi, vous répondez à peu près aux mêmes critères que les banques sans prendre les mêmes risques. Donc il y a un moment wait and see quand même sur le secteur bancaire, là, vous dites. Oui, pour moi, c'est clairement. Donc ça, c'est la partie financière. La partie économie réelle, je pense que comme d'habitude, il y aura deux niveaux. Il y a la bourse et il y a l'économie au sens large. La bourse, la plupart des entreprises ont réussi à se refinancer dans des conditions extrêmement avantageuses avec la Covid. Elles ont généralement allongé les maturités de leurs dettes. Donc, je serais surpris qu'elles aient un vrai stress à se refinancer avant 2 bonnes années. Donc, a priori, je pense que de ce côté-là, même si on a des taux relativement élevés, même si le système bancaire est un peu figé dans le fait d'accorder des crédits, je pense que elles ne sont pas trop concernées. Aux États-Unis, vous avez les 2/3 du financement des entreprises qui passent par la bourse. Par les marchés, ouais. Voilà. Donc c'est pas forcément un stress énorme pour les entreprises cotées. Alors, par contre, pour les petites entreprises, pour le boulanger du coin qui lui, n'a pas bénéficié des mêmes conditions et qui, lui, a un vrai stress, là, par contre, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Et j'imagine bien que les banques vont vouloir montrer aux autorités qu'elles ont un ratio de liquidité ultra confortable, qu'elles ont un ratio de solvabilité ultra confortable, donc elles vont serrer les boulons pendant 1 mois ou 2 mois ou 3 mois. Donc j'imagine qu'il va y avoir un effet sur l'économie réelle, que ça sera plutôt entre guillemets la petite économie qui va être la plus affectée, donc pas forcément la bourse. Je pense qu'il faudra essayer de distinguer ces deux niveaux, et je pense que la difficulté qu'on aura de toute façon, c'est que pour remonter ces statistiques, il va falloir 2 ou 3 mois, on est toujours en décalé, on est toujours en retard, même les statistiques de chômage ou ce genre de choses. On sait très bien que c'est des données retardées, donc je pense qu'il va falloir attendre grosso modo l'été avant de pouvoir se faire une vraie idée de ce que sont les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui. D'accord, donc transmission à l'économie réelle sans doute,
chute, mais pas de falaise, Non. pas de crunch, Non. comme on pourrait dire, immédiat pour les acteurs économiques majeurs. Sur la transmission à d'autres points névralgiques ou nœuds du secteur financier, au-delà du secteur bancaire. Parce qu'avant même qu'on découvre SVB ou qu'on remette le projecteur sur Crédit Suisse, beaucoup alertaient sur des marchés alors moins visibles, moins cotés, moins liquides, avec beaucoup de leviers accumulés. Il y a 3 sujets, effet de levier, liquidité et solvabilité. Effet de levier, il y a plein de fonds divers et variés qui ont mis de l'effet de levier pour essayer de compenser des niveaux de rentabilité qui étaient très bas. Donc c'est évident qu'il y a une sensibilité cachée d'un certain nombre de produits. Donc ça, il va falloir s'en méfier. Il va y avoir des accidents. On a vu en fin d'année plusieurs fonds immobiliers suspendre les rachats. Donc on voit bien qu'il y a quand même un sujet. Oui. Un sujet de liquidité, on l'a vu avec SVB, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des actifs de très grande qualité. Le problème, c'est que si vous n'arrivez pas à les liquider de façon suffisamment rapide pour faire face au rachat, vous êtes en difficulté. Donc c'est valable pour l'immobilier comme pour la dette de l'État américain. Enfin, c'est quand même de ça dont on parle. Et enfin, il y a la question de la solvabilité. Alors là, il y a probablement un certain nombre d'établissements établissements ou produits qui sont fragiles. Dans la finance de l'ombre, on sait très bien qu'il y a un certain nombre de choses qui ont pris des risques trop forts et qu'une remontée aussi violente des taux d'intérêt ne peut pas ne pas laisser des traces. Bon, l'avantage, c'est que j'imagine que le niveau de vigilance est remonté partout, chez tous les acteurs, que ce soit les banques centrales, les superviseurs, les régulateurs et les investisseurs. Oui, sur la partie régulée. Oui, sur la partie régulée. C'est toujours le problème. C'est qu'ensuite, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas régulées. Et c'est probablement de là qu'on risque d'avoir des problèmes. Nathalie, sur comment on réfléchit effectivement à ces nœuds de tension qu'on a vu apparaître, alors dans le système bancaire, sur des acteurs très spécifiques, mais comment est-ce que ces tensions peuvent se propager sur l'économie réelle ou à d'autres segments du système financier moins visibles, peut-être, encore une fois. Le problème, c'est toujours la courroie de transmission sur le marché primaire. Parce qu'en fait, les marchés financiers secondaires ont besoin d'un marché primaire actif, donc d'introduction en bourse, d'opérations financières. De levée de capitaux, d'émissions, de dettes, etc. Les craintes qu'on a pu avoir donner des prix, exactement, sur le système bancaire et sur sa capacité à pouvoir mettre dans son bilan des choses avec plus ou moins de risques. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce que demain, toutes ces problématiques qui ont été mises en lumière ne vont pas pousser les banques ou les financiers de deals, donc d'opérations primaires, à être ou plus vigilants et donc à prêter moins, ou à des taux supérieurs, et donc freiner un peu cette activité sur le primaire, faire qu'il y ait aussi un dégonflement des effets de levier. Et donc c'est tout le financement en fait de tout ce qui est événements boursiers, donc que ce soit sur le private equity, parce que le private equity c'est en amont de l'introduction en bourse. C'est là-dessus où il peut y avoir un petit peu encore comme une espèce de paralysie, d'attentisme, de voir est-ce qu'il y a un réel problème ou pas, parce qu'en plus derrière il y a cette liquidité qui n'existe pas, puisqu'on est quand même sur des produits qui sont plutôt en général fermés, et la question de valorisation. Est-ce qu'on... Donc il y a les trois risques se cumulent. Exactement, sont cumulés. Aujourd'hui, pour l'instant, on ne voit absolument rien de tangible là-dessus, mais on sait bien que les prémices des dernières crises, grosses crises, ça a commencé sur des fonds comme ceci, avec un problème de liquidité, d'effet de levier. Je ne refais pas la séquence 2007, 2008, 2009, mais on est passé par des événements qui peuvent, même si toute ressemblance... qui peuvent ressembler à... C'est pour ça qu'en fait, le passé ne se reproduit pas indéfiniment. Donc, on est en train de dire que ce qui s'est produit, c'est juste que dans la vie... Ça peut rimer. Exactement. Et donc, je prends un exemple, parce que comment le prendre en considération, c'est très difficile de prendre ça en considération. Je vois un des aspects, on a un fonds de fonds, nous, est très multigestion, sur la gestion alternative. Et en fait, ce qu'on a fait récemment, par exemple, c'est de switcher tout ce qu'on avait sur des stratégies plutôt, alors qui sont market neutres, donc peu exposées, mais bon, ça veut pas dire que, qui étaient
ce qu'on appelle event-driven. Ouais. Donc vraiment, le catalyste derrière, À c'est la recherche l'opération de financière. situations spéciales, d'événements particuliers, Exactement, même si déclencheurs. c'est neutre en exposition, il faut quand même que le deal se fasse. Et bien ça, on s'est dit, il y a peut-être un risque Ah oui. qu'à court terme, que ça ne se fasse pas. Et donc on a switché pour des stratégies plus comprends. long-short, où là, il n'y a pas ce driver. Ça ne veut pas dire que les deals ne vont pas se faire, ça veut dire qu'il peut y avoir, en tout cas, moins de fluidité et plus de remise en question Oui. de deals de par des conditions de marché, une visibilité, une frilosité qui fasse qu'on soit beaucoup plus discipliné dans cette recherche sur les marchés. Je pense que c'est ça qui a peut-être changé à court terme. Le focus sur le levier, sur la liquidité, je reviens toujours à mon histoire bancaire, Aymeric, mais effectivement, pour les banques les plus vulnérables qui vont devoir ou défendre leurs dépôts ou compenser la perte de dépôt par une liquidité prise auprès de la Réserve fédérale américaine, ça change quand même toute l'équation de la profitabilité des banques, qui profitaient de dépôts quasi non rémunérés pour pouvoir prêter à des taux qui, eux, étaient déjà bien remontés. Ça, cette partie-là de la magie de 2022, elle a disparu. Alors, pas forcément totalement disparu, parce que le fait d'avoir quand même des taux plus hauts, ça améliore quand même la profitabilité des banques dans leur ensemble. D'accord. Donc ça, c'est quand même quelque chose de central dans le scénario. Par contre, il va y avoir des conséquences importantes à cette problématique bancaire, mais pas forcément si mauvaise que ça. Ça, on le voit sur le terme de l'inflation. Puisque aujourd'hui, il va y avoir moins de crédit, ça va générer un peu de crispation dans le marché du crédit, et donc ça va finalement freiner l'investissement. Donc derrière, la Banque centrale a fait le premier pas pour heurter tout de suite l'inflation. Ça, c'est vraiment l'effet numéro 1. On stoppe la hausse de l'inflation. Ça, elle a réussi. On commence à voir les premiers effets des baisses d'inflation, des chiffres d'inflation, mais on va voir le deuxième effet. Et là, le deuxième effet, il va être accéléré à cause de ce phénomène-là de restriction du crédit, d'accès au crédit. Et ça, c'est un deuxième phénomène dont on va en voir les conséquences plutôt positivement pour le reste du marché. Si ça reste un phénomène contrôlé. Ça restera un phénomène D'accord. contrôlé, notamment en Europe, parce qu'on est dans un univers ultra encadré, et c'est pour ça que les banques européennes sont moins systémiques, moins risquées, avec des ratios bien meilleurs que les banques dans le reste du monde. Donc là aussi, c'est quelque chose qui nous fait être assez serein. Je ne sais pas si elles sont moins systémiques, en tout cas elles sont plus régulées, on va dire. Ça, peut-être que d'autres. Oui, ça c'est clair, c'est clair. Ces dernières années nous l'ont montré. Mais encore une fois, dans cette problématique qu'on a, parce que c'est quand même une problématique bancaire et financière, on peut voir aussi certains effets qui vont en sortir. Et souvent c'est ça le métier aussi du gérant, c'est d'aller chercher quelles sont les conséquences plus ou moins favorables. Il peut aussi y avoir des effets quelle opportunité ça ouvre, peut-être. pour l'économie et pour le marché. Donc c'est là où, au final, oui, on est heurté, là aujourd'hui à court terme, sur le système financier, le système bancaire, mais derrière, s'il n'y a pas de problème de viabilité, là pour le coup, du système bancaire, et nous c'est notre scénario, on peut imaginer l'avenir, et là sur le point de vue économique, avec une poursuite de la baisse de l'inflation, c'est plutôt un signal positif pour l'investisseur. Positif à la fois pour l'investisseur côté obligataire et action. Donc là encore, on voit plutôt une amélioration à venir des conditions de marché pour l'investisseur. Ah ouais. Et sur le secteur bancaire précisément, est-ce que ça veut dire que le cas reste investissable ? Est-ce que c'est même peut-être une opportunité pour aller sélectionner peut-être quelques banques dont on a la garantie qu'elles seront toujours là demain, qu'elles sont bien gérées. C'est un peu le sujet. C'est aujourd'hui, on ne va pas forcément se surpondérer sur le secteur, mais on va au moins se pondérer. Parce que justement, les cours sont revenus quand même de manière assez forte ce mois-ci. Et puis on peut aller sur des grands acteurs. Pour les plus grands, ça va être des BNP, ce genre d'acteurs qui sont plutôt les bons élèves, plutôt solides, avec des bilans solides. On peut aller chercher un petit peu d'assurance aussi. On a la chance, en France, on a des grands leaders. AXA est un très grand leader dans l'assurance. En Allemagne, ils ont Allianz. Enfin, il y a des grands leaders internationaux qui sont là et qui sont présents, qui sont investissables. Et puis, on peut aller, de temps en temps, aller chercher d'autres acteurs qui peuvent être liés au secteur des financières. On peut aller chercher la Coface, on peut aller chercher d'autres valeurs qui sont, on va dire, plus spécifiques, mais liées au secteur financier, qui sont des acteurs qui sont souvent bien gérés et pour lesquels on a une perspective, en tout cas, de croissance et on pense qu'ils seront toujours là demain, évidemment. D'accord, mais sans exagérer la pondération et l'exposition qu'on a par rapport... Non, ça reste un secteur avec lequel on peut être investi. Oui, parce que finalement, les résultats sont là. Il y aura du dividende.
Donc nous, on est assez fans de la thématique du dividende, et dans cette thématique-là, on peut dire qu'on est servi. Donc aujourd'hui, on a des acteurs qui sont capables de nous les verser. Donc oui, on continue à se pondérer. On ne se surpondère pas parce que dans les crises financières, historiquement, on a beaucoup de volatilité. Et on ne sait jamais de quoi demain est fait. Donc quand on a un stress, comme on a eu celui qu'on a connu ce mois-ci, on garde quand même un peu de cash et un peu de liquidité pour pouvoir réintervenir, parce que la volatilité, elle est présente non seulement sur le marché action, mais elle est aussi présente sur le marché obligataire. Décuplée même sur le marché obligataire. Donc aujourd'hui, on voit bien que tant qu'on n'a pas d'assainissement de ces deux marchés, de la volatilité sur ces deux marchés, il faut garder des liquidités pour pouvoir réinvestir, parce que c'est comme ça qu'on génère le surplus de performance historiquement. Vincent, si je reviens quelques semaines en arrière, là, dans l'idée, donc il y avait le schéma hard landing et puis soft landing, voire no landing en janvier-février. Dans les arguments et les piliers du soft landing, voire du no landing, il y avait, vous l'avez dit, la reprise, la réouverture sanitaire chinoise et la reprise économique que cette réouverture sanitaire en Chine allait générer, le surcroît de croissance que la Chine allait nous apporter. Quel état des lieux on dresse de ce point-là, de cette perspective-là, à l'issue du mois de mars ? Décevant à ce stade, boursièrement. Ouais. Boursièrement, ça c'est certain, puisque vous ne faites pas de mieux sur l'indice chinois que sur le Standard & Poor's. Vous faites moitié moins ou un tiers de moins que les indices européens ou le Nasdaq. Donc pour le moment, boursièrement, ça n'a pas d'intérêt. Quand je regarde les statistiques économiques, alors il y a des tas de choses, c'est assez compliqué, mais pour le moment, j'ai quand même l'impression que la consommation reprend mais déçoit. Que la croissance économique du pays continue de dépendre beaucoup du commerce extérieur, et que le commerce extérieur, c'est nous, et que nous, c'est moyen. Donc je crois que de toute façon, à ce niveau-là, espérer une dynamique très très forte de reprise chinoise, moi, j'y crois pas trop. D'autant plus que vous avez encore aux alentours de 15 à 20% de chômeurs jeunes. Que vous avez une population qui vieillit de plus en plus, que vous avez une forte solidarité intergénérationnelle qui est organisée, ce qui veut dire que si vous avez fait 3 ans d'épargne, vous allez quand même en garder pour vos vieux et pour vos jeunes. Parce que c'est pas très très simple. C'est pas tout pour un sac Vuitton ou Hermès, quoi. Voilà, les sorties du territoire, quand on regarde les statistiques pour le moment, elles sont pas très très importantes non plus. Le trafic à l'étranger vers l'extérieur, il est relativement limité. Quand je vois les autorités libérer entre guillemets Jack Ma, donc il y a des signaux, comme ça. Il a eu le droit de revenir, c'est ça, sur le territoire chinois. Il y a des signaux comme ça pro-business. Qui moi m'interpelle. Ça veut dire que oui, on veut essayer de redonner une image qui a été complètement ternie, mais il va falloir ramer, parce que je pense qu'ils se sont quand même pas mal grillés sur les dernières années. Quand je vois la masse de capitaux levés par la Chine à l'heure actuelle, c'est spectaculaire. Très très spectaculaire de voir l'État chinois et plus généralement les entreprises chinoises. Il y a des levées de capitaux qui sont très très importantes à l'heure actuelle. Donc je pense qu'ils bénéficient de flux de capitaux internationaux qui vont vers chez eux. Tant mieux pour eux. Mais pour le moment, j'en vois pas la traduction en termes de hausse des marchés. Moi, je suis sceptique. Je pense que la démographie joue contre eux. Je pense que l'investissement, historiquement, ils ont beaucoup gâché les capitaux qui leur étaient apportés. Donc de l'investissement non productif, pour être clair. J'ai pas le sentiment que l'immobilier, la construction soit un thème qu'ils aient envie de redévelopper de façon importante. Pour la technologie, on est en train de les verrouiller au niveau des semi-conducteurs. Donc moi, j'ai beau essayer de faire le tour du problème, je pense pas. Alors peut-être qu'à court terme, j'aurais tort, pendant 6 mois, j'aurais tort, mais sur une vue un peu longue,
voilà, je suis pas très très chaud. Gardez la parole, Vincent, on va faire un dernier tour de table. Voilà, logique d'investissement. On a compris que le secteur bancaire, c'était pas une urgence pour vous, déjà, on évacue cette question. Pour le reste, qu'est-ce qui a pu bouger dans les allocations que vous supervisez? Nous, on était déjà exposés comme ça, mais c'est pas la question. C'est pas la question. Grande capi en priorité par rapport aux petites, puisque pour moi, il faut être sur les établissements solvables, confortables en termes de liquidité. Donc les pays développés plutôt que les pays émergents, même type de problématique. Il faut basculer du value vers le growth, parce qu'on a une perspective de stabilité des taux ou de baisse des taux dans les prochains mois, semestre. Donc pour moi, il faut jouer de nouveau cette bascule. Quid du dollar? Je pense que ça sera une vraie question. Moi, mon pressentiment, c'est qu'il va continuer de baisser. Voilà, parce qu'on a toujours un décalage de politique monétaire entre les deux transatlantiques. Donc j'ai l'impression qu'il va remonter pendant quelques semaines, pendant la crise. Ouais, mais je pense. Mais voilà. C'était pas un signal. Non, j'ai pas cette impression. Pour moi, la grande question, ça va être les matières premières. Quand est-ce qu'on s'y réintéresse, notamment le pétrole, parce que les autorités américaines, à un moment, il va falloir reconstituer les stocks stratégiques, quel que soit l'état de l'économie. Il va falloir reconstituer ça. Donc mon pressentiment, c'est que les matières premières, il va falloir s'y réintéresser. Si on est dans une perspective 2024 avec de nouveau une reprise d'activité, je pense qu'il va falloir anticiper ça. Donc, disons vers l'été avant l'hiver, il va falloir se repencher sur les matières premières. Nathalie, qu'est-ce qui guide la logique d'investissement au terme de ce mois de mars? Qu'est-ce qui a pu bouger justement là au cours de ce mois de mars dans les portefeuilles ou les stratégies que vous pilotez? On est resté largement diversifié, comme dit. En fait, je pense qu'on a même augmenté encore la diversification. C'est intéressant, ça veut dire que les logiques que vous aviez avant la crise de SVB, elles sont confirmées, elles sont validées de ce point de vue-là. C'était déjà dans les cartes pour vous? Oui, mais ça a peut-être renforcé notre volonté d'avoir quand même structurellement un point important sur des stratégies ou des aspects beaucoup plus visibilité, qualité. Moi, je ne pense pas que ce soit terminé sur la value, parce qu'il y a quand même cette exposition au cycle qu'il faut aujourd'hui encore avoir. Par contre, le fait de voir ces rotations qu'on a pu observer et la dépendance par rapport au niveau de taux d'intérêt fait que il y a eu beaucoup de thématiques qui n'avaient absolument pas performé. La santé ou autre, en début d'année, c'était totalement à la ramasse. Ça a bien rattrapé. Et ce qui prouve bien que par rapport à ce qu'on a comme données économiques et puis financières, il faut aujourd'hui avoir, sur l'année 2023, je pense, un peu des trois. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la visibilité qualité avec du rendement. Il faut avoir un peu de cyclique, parce que derrière, il ne faut pas jeter, ce n'est pas une rotation, tout n'est pas... c'est pas de la value qu'il ne peut avoir. Il y a des entreprises cycliques qui tirent très bien leur épingle du jeu parce qu'elles sont qualitatives, comme il y a des entreprises de croissance qui ont des niveaux de valorisation qui sont justifiés, qu'elles font réellement des bénéfices. Le point commun entre tout ça, c'est la qualité. Oui, mais donc voilà, c'est un terme qu'on utilisait déjà avant la crise SVB et qui est conforté, confirmé, qui est renforcé, renforcé. En fait. Je pense que c'est renforcé. Émeric? Un peu pareil, avec c'est vrai une plus grande diversification que par le passé, ça c'est sûr. Une classe d'actifs qui était ininvestissable, qui est redevenue totalement investissable depuis 6 mois, donc on continue de la renforcer. Ça c'est aussi un point important, notamment pendant ces périodes un petit peu de vacillement, de crise et de volatilité sur le marché obligataire. On a beaucoup d'obligations qui donc, par les écartements de spread, ont rebaissé. Donc on a remis un petit peu d'obligataires, diminué un petit peu les actions. Par contre, on a réinvesti sur des actions un petit peu plus risquées en allant rechercher un petit peu de croissance américaine. Là encore, société tech. Pourquoi? Parce que... On l'a vu, c'est le grand retour des GAFAM, des méga caps. Là. Elles sont revenues à des niveaux plus investissables. 2, il y a de la croissance. 3, on arrive à la fin des hausses de taux. On a un environnement qui reste quand même plutôt orienté vers le digital, vers la croissance, le software. C'est vraiment des thématiques qu'on aime. Les medtech, là aussi, des sociétés qui ont été souvent délaissées par les investisseurs et qui aujourd'hui redeviennent clairement des thématiques d'investissement sur lesquelles on peut revenir. Ça n'empêche pas qu'on va rester plutôt sur les grands noms, parce qu'il y a plus de visibilité, donc on reste sur les mêmes thématiques, mais un petit peu moins de risque action, plus de risque obligataire, mais avec de l'obligation qui est aussi là très diversifiée, parce qu'on va chercher un peu plus de risque en obligataire. Le mois de mars aurait été un mois obligataire, effectivement. Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Émeric Didet, directeur de la gestion de Pergame, Vincent Lecartier, responsable de location d'actifs de WeSave, et Nathalie Pelleras, DG de 4Points IM.